Alors bonjour à tous et bienvenue à la troisième masterclass de la journée. Durant cette masterclass, qui promet d'être riche en enseignements, on va parler de biomimétisme ou quand la nature inspire la tech. Et pour cette masterclass, j'ai l'honneur de recevoir donc Alain Renaudin, qui est le fondateur de New Corp Conseil et le fondateur de Biomime Expo qui aura lieu en octobre prochain. Le 19 octobre. Le 19 octobre, et qui est le salon sur le biomimétisme. Si vous vous intéressez au sujet ou que vous ne le connaissez pas encore, c'est vraiment le lieu où il faut être le 19 octobre prochain. Nous avons Harold Guillemin, qui est donc le fondateur de Phoenix, qui est un moteur de bateau à ondulation. Nageoire. À nageoire. Tout à fait. Bonsoir. À nageoire. Et enfin, mon dernier intervenant, donc Steven Ware, qui est partenaire chez Artbuild Architect et qui est biologiste de formation. Donc le pont se fait très très vite. Je passe la main à Alain donc, pour faire la mise en contexte et l'introduction. Génial, merci beaucoup Alizé, merci Kickmaker pour cette séance particulière sur cette idée que la nature inspire la tech. Parce que vous savez quoi, elle est beaucoup plus forte que nous, elle existe depuis très longtemps, et donc ce que je vous propose, c'est d'attacher vos ceintures parce que je vais aller très très vite, parce que je suis très bavard et j'ai plein de trucs à vous montrer, et que surtout il faut que je laisse de la place pour mes deux camarades, Harold et Steven, qui vont parler de nautisme et d'architecture, et qui, j'espère, vont vous surprendre et vous étonner. Donc j'ouvre le bal pour parler de cette idée, de cette big company qui s'appelle Nature Tech, qui est cette vie qui nous entoure, qui est là depuis 3,8 milliards d'années, qui fait que nous sommes un parmi une multitude. Et cette vie qui nous entoure n'a fait que de l'optimisation continue depuis extrêmement longtemps. Donc forcément, elle a quelques atouts. Et elle a notamment un gros labo de R&D qui bosse depuis 3,8 milliards d'années, qui est riche d'à peu près 11 millions de collaborateurs. Ça, c'est le nombre d'espèces estimées, sachant qu'on en connaît à peu près 1,2 million. Mais chacune de ces espèces n'existe pas depuis 3,8 milliards d'années. Ça a démarré avec des bactéries ou des cyanobactéries. Mais un requin ou une méduse, on va dire que c'est un bon 600 ou 700 millions d'années par rapport à nous, Homo sapiens, qui avons 250 000 ans. Donc autant dire que ce sont nos aînés et ce sont des as de l'optimisation et de l'adaptation à leur environnement. Et donc l'idée du biomimétisme, c'est comment s'inspirer de cette techno ultra aboutie, parce qu'elle vit aujourd'hui, donc elle a passé un certain nombre d'étapes, et donc comment s'inspirer dans plein de domaines de cette nature inspirante. On va le voir avec Harold et Steven en nautisme et en architecture, en motorisation et en ombrière. Je n'en dis pas plus. Mais juste avant, je voudrais, et c'est là où je vais commencer à être en rafale, vous montrer des choses qui sont pour certaines connues, ou en tout cas vous les connaissez, mais vous ne savez pas forcément que ça vient de l'observation d'un animal ou d'une espèce. Et à travers ces exemples, vous dire que le biomimétisme, c'est tout simplement redévelopper notre curiosité, notre humilité, notre capacité à nous réémerveiller pour ce génie du vivant qui nous entoure, et voir comment on peut faire du transfert technologique entre le vivant et l'homme pour faire en sorte que nos technos, nos activités, alors ça s'applique, je ne vais pas le développer ici, mais ça s'applique aussi au mode d'organisation humaine, soient plus résilientes, soient plus en harmonie, soient plus en capacité à vivre longtemps, à ponctionner moins sur l'environnement, bref, à appliquer le cahier des charges que nous propose le vivant. Le vivant, la nature, c'est un peu votre super donneur d'ordre. Il a un cahier des charges magnifique pour consommer moins de matière, consommer moins d'énergie, pour être souvent sur des surfaces multifonctionnelles. Et donc l'idée, c'est de regarder ce vivant qui nous entoure et de le regarder différemment. Par exemple, derrière moi, vous avez des diatomées, qui sont des micro-organismes unicellulaires marins. Eh bien, ces petites choses-là, au-delà du fait que ça séquestre à peu près un quart du CO2 que nous émettons et que ça produit un quart de l'oxygène que nous respirons, parce que je vous rappelle que l'essentiel de la photosynthèse se passe dans l'eau, même si les forêts sont essentielles. Et puis, ces petites diatomées, en fait, elles ont une capacité à créer une coque de verre. Mais là où la nature est un peu plus maligne que nous, c'est que cette coque de verre que vous voyez derrière moi, elle est fabriquée à température ambiante, à pression ambiante, en milieu aqueux de surcroît. Là où souvent, pour fabriquer ce type de matériaux, nous, on utilise beaucoup de pression et beaucoup de chaleur. Et vous observez qu'elle est micro-perforée,
eh bien, cette micro-perforation et cet alignement de ces petits trous de différents diamètres, cet alignement bien précis crée pour l'organisme un filtre anti-UV. Et si vous répliquez sur une structure de surface le même type de micro-perforation avec le même type d'alignement, vous avez mécaniquement un filtre anti-UV inspiré par la coque de la diatomée. Et donc, je vais vous montrer comme ça, assez rapidement, des juxtapositions. Vous voyez le vol d'un grand rapace. J'imagine que vous connaissez tous, on va commencer par des choses simples, l'innovation bio-inspirée qui en a été tirée. Vous observez les rémiges primaires, qui sont les grandes plumes au bout de l'aile du rapace, qui sont relevées. Eh bien ça a inspiré un ingénieur américain qui s'appelait Richard Whitcomb. On est en 1974 au centre de recherche de la NASA. Il a des problèmes de turbulence sur ses ailes d'avion, parce qu'il y a un vortex qui se crée autour de l'aile et qui fait vibrer l'aile. Et il s'interroge sur la stratégie du rapace, et il n'y avait pas beaucoup de suspense. Évidemment, de prototype en prototype, il arrive à inventer le winglet, qui est aujourd'hui banal sur les Airbus et les Boeing, mais à l'époque de Whitcomb, au début des années 70, c'était absolument pas une évidence. Et le winglet sur l'avion, ça réduit la turbulence parce que le vortex file au bout de l'air et de l'aile et est évacué vers le haut. Et ça permet d'économiser 3 à 4% de carburant sur un A320 par exemple. Un autre exemple, si on reste dans l'aéronautique, c'est cette chouette effraie. Alors la chouette, elle est championne du monde de quelque chose, elle est championne du monde du vol furtif. Parce qu'elle a un vol totalement silencieux. Pour une raison assez simple, c'est que elle capture ses proies en vol. Donc si elle arrivait comme un B, ça marcherait pas. 52, je crois. Ça marcherait pas. Et des ingénieurs et des chercheurs, notamment aux États-Unis, ont étudié le bord de fuite de l'aile de chouette. Et ils se sont rendus compte qu'elle avait un revêtement dufteux, un peu poilu, qui finalement démultipliait les filets d'air. Et en démultipliant les filets d'air, vous démultipliez les zones de frottement, vous avez plein de petites zones de frottement, plein de petits bruits. Eh bien, chez Enercon, mais aussi chez Siemens, on a répliqué cet effet peigne. Ils ont mis un truc, c'est même assez, entre guillemets, grossier, on n'a pas besoin de se rapprocher et de copier le vivant pour obtenir le même bénéfice fonctionnel, mais ils ont mis un peigne sur le bord de fuite de la pale d'éolienne, et ça a réduit considérablement les nuisances sonores. Tout simplement, ça les a rendues beaucoup plus silencieuses. Et tout simplement parce que quand vous mimez la stratégie, la structure que vous avez observée dans le vivant, même si vous ne faites que vous en rapprocher, vous obtenez peu ou prou le même bénéfice à l'arrivée. Si on reste dans les oiseaux, un autre exemple iconique, c'est évidemment le martin-pêcheur qui a donné lieu à ce bec bizarre du Shinkansen, qu'avec prétention on appelle le TGV japonais, mais c'est juste le Shinkansen. Ce TGV japonais, on va continuer, n'est pas né avec ce nez. Pendant 30 ans, ils avaient des problèmes de turbulence. Aux entrées et sorties de tunnels du tracé ferroviaire au Japon, on est entre la mer et la montagne, il y a des changements de pression d'air en permanence. Et donc ça crée des à-coups quand vous rentrez et sortez des tunnels. C'est désagréable pour le voyageur, ça consomme de l'énergie parce que ça freine, il faudra accélérer, bref, c'est enquiquinant. Un jour, l'ingénieur Nakatsu arrive, le problème est posé sur la table depuis 30 ans, il est aussi ornithologue, il s'intéresse aux martins-pêcheurs, et il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, en japonais dans le texte, mais je ne sais pas le faire. Le martin-pêcheur a résolu notre problème. Il passe d'une pression R à une pression eau sans aucune déflagration, parce qu'il traverse la zone de surface en faisant le moins de bruit possible, parce qu'un mètre, 1,50 m sous l'eau, il va capturer des petits poissons. Là, c'est pareil. S'il arrivait en faisant une bombe, comme le gros lourdeau à la piscine municipale, ça ne marcherait pas. Donc le design à l'arrivée, c'est ce Shinkansen, 70 km/h de performance supplémentaire, 15% d'énergie en moins, et plus aucune nuisance sonore. L'Albatros, champion du monde, incroyable l'Albatros. Il est capable de faire combien? 15 000, 16 000 km d'une seule traite? En fait, il plane. Ça s'appelle le vol de gradient. Ça a été étudié par beaucoup, mais notamment à la NASA. Et ça leur a donné l'idée de développer un drone d'observation de l'océan qui quasiment pourrait voler de façon illimitée. En fait, l'Albatros, en permanence, sur une amplitude de 0 à 15-20 mètres à peu près, ne fait que
se rapprocher de la surface, reprendre de l'élan, remonter, choper de l'air et du courant là-haut, et redescendre, etc. En fait, il ne bat pas des ailes parce qu'il est trop grand pour battre des ailes, et c'est trop fatigant. Et donc, sa stratégie à lui, c'est de faire ces espèces de vagues en montagne russe en permanence. Encore une fois, je crois qu'il est capable de faire le tour du monde quasiment avec 1 ou 2 escales en 40 ou 50 jours. Alors, comme nous sommes aussi de la biodiversité, et comme nous faisons partie de la biodiversité, nous sommes aussi l'humain une source d'inspiration, et notamment en matière de structure, de matériaux, nos structures osseuses, qui sont des structures alvéolaires et pourtant qui ont des propriétés mécaniques intéressantes. Ben ça, par exemple, chez Airbus, avec Autodesk, en additive printing et en computational design, comme ils disent, ça fait chic, on a injecté de la matière uniquement là où elle était utile, comme nos os. On a plus de densité de matière là où on en a davantage besoin. Et bien ça, sur certaines cloisons de l'habitacle, vous économisez 30 à 40% de matériaux. En architecture, des collègues de Steven chez Béchu ont fait la même chose sur la tour D2 à la Défense. Vous la connaissez, un peu après le virage sur la gauche. Exosquelette à 40% de béton en moins, inspiré de la structure osseuse. Dans une approche un peu similaire, un autre collègue de Steven, Nicolas Vernutello, chez In Situ, lui travaille beaucoup sur les formes polygonales dans le vivant. Les formes polygonales, c'est omniprésent dans le vivant. Il n'y a pas que la forme alvéolaire de la ruche. Et ces formes, là aussi, permettent d'utiliser le moins de matière possible pour avoir les meilleures propriétés mécaniques à l'arrivée. Et à droite, vous avez une structure en bois qui permet de faire de la surélévation urbaine en étant le plus léger possible. La peau de requin, là on est dans le pragmatisme américain. Une boîte américaine s'appelle Sharklet, a mimé la denticule de la peau de requin, qui est une surface antibactérienne. Le requin crée une sorte de filet d'air autour de lui pour gagner en vitesse, et il n'aime pas être colonisé par des bactéries. Eh bien, Sharklet, ils ont mimé cette surface-là, ils en ont fait un sticker antibactérien qu'ils vendent aux cliniques et aux hôpitaux américains pour mettre ça sur les poignées de porte. D'accord ? Ça, c'est le fameux matériau extraordinaire, la fameuse soie d'araignée. Qualité mécanique, mais pas que. C'est aussi un matériau antibactérien, c'est un matériau qui est compatible avec notre biologie humaine, donc on peut utiliser aussi en médical. Eh bien, vous avez une boîte allemande qui s'appelle AMSIL qui a réussi à synthétiser cette protéine de soie d'araignée. Ils en ont tiré une bobine, et à partir du moment où vous avez cette bobine, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Des cosmétiques, des matériaux textiles, des matériaux un peu plus robustes, etc., etc. Et ça, c'est très nouveau, ça date d'il y a un an et demi. On n'avait jamais réussi à synthétiser la protéine de soie d'araignée. Dans un autre genre, vous avez des bactéries calcifiantes utilisées par Soletange Bachy. Ce sont des bactéries qui, injectées à des ouvrages, vont auto-cicatriser l'ouvrage béton en limitant la capacité de la fissure à se diffuser, tout simplement parce qu'elles vont réamalgamer de la matière sur de l'infiltration d'eau. Ça, c'est le fameux papillon Morpho, qui a un bleu qui est dû à sa structure de surface, 4 strates d'écailles en surface, enchevêtrées les unes dans les autres, qui créent une diffraction de la lumière blanche et qui créent une coloration sans pigment, sans chimie. Coloration sans chimie, ça intéresse par exemple des gens comme L'Oréal. Mais c'est aussi un matériau qui est antibactérien, qui est hyper hydrophobe, et on est en train de se rendre compte que c'est aussi un matériau qui peut faire de l'autorégulation thermique, parce qu'à 45 degrés, le morpho devient iridescent, il renvoie de la chaleur. Donc un matériau avec les mêmes propriétés permettrait de se déformer moins, parce qu'il renverrait de la chaleur, il encaisserait moins de chaleur, et donc il durerait plus longtemps. 2-3 minutes pour terminer, en rafale, avec le fameux mycélium, cette chose étonnante, peut-être la chose la plus répandue sur Terre, cette chose qui crée la vie partout, pas de forêt sans mycélium. Entre le mycélium et le réseau racinaire de l'arbre, vous avez ce qu'on appelle la mycorhize. La mycorhize, c'est le stock exchange de la forêt. C'est là où on crée du deal, c'est là où le mycélium apporte des nutriments et en échange, il a le résultat de la photosynthèse produite par l'arbre. Parce que dans le vivant, on est toujours dans des approches symbiotiques, avec des bénéfices mutuels. Eh bien, c'est aussi un matériau, vous le faites pousser jusqu'à obtenir une certaine densité, vous avez un substitut au polystyrène. Même propriété, sauf que c'est biosourcé, c'est biodégradable,
c'est évidemment beaucoup moins énergivore. Un certain nombre de grands groupes, comme Ikea notamment, sont en train d'étudier la possibilité de démultiplier l'usage de ce matériau. Mais vous pouvez aussi en faire du cuir végétal. Alors le premier, on est chez Ecovative. Là, on est sur MycoWorks. Ce que vous voyez à droite, c'est pas du cuir, c'est pas de la bestiole, c'est du champignon. Et il y a 1 mois et demi, Hermès a sorti un sac Victoria fait en partie de ce cuir végétal avec un contrat exclusif avec MycoWorks. Autre exemple que vous connaissez tous par cœur, vous avez tous chez vous du scratch, du velcro, Georges de Mestral. Merci Georges, 1943, chercheur suisse. Il revient d'une balade en forêt avec son chien, il y a une fleur de bardane qui accroche le pelage de son chien. C'est un chercheur, ingénieur, inventeur qui s'amuse avec tout ça. À l'arrivée, il crée, on pourrait dire une colle sèche, un autogrippant. Il crée d'un côté une surface qui ressemble au pelage de son chien, il bosse avec une boîte de textile de Lyon. Ce qui s'en rapproche, c'est du velours. Puis de l'autre côté, il mime le crochet de la fleur de bardane et il fait cette double surface velours-crochet velcro. Plus technique, plus récent, vous voyez à ma gauche Cataglyphis fortis, fourmi du désert, qui a une capacité à retrouver son chemin alors qu'a priori rien ne l'aide à retrouver son chemin. Elle ne peut pas faire comme ces autres petites camarades fourmis qui travaillent avec des dépôts de phéromones parce qu'il fait trop chaud, les phéromones s'évaporent. Et donc à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, ils sont intéressés à cette Cataglyphis fortis qui, en plein désert, va zigzaguer pour trouver de la nourriture et quand elle revient en ligne droite et elle retrouve l'entrée de la fourmilière pile. En fait, elle a premièrement une boussole solaire, elle se repère au soleil pour trouver la direction et ensuite, alors qu'elle est partie en zigzag, quand elle revient en ligne droite, et je vous mets au défi de le faire mentalement, elle est capable de savoir exactement où il faut s'arrêter parce qu'elle compte ses pas. Mais elle compte ses pas comme ça, elle marche comme ça quand elle revient en ligne droite et elle sait le nombre de pas en ligne droite qu'il faut faire compte tenu du nombre de pas en zigzag qu'elle a fait. Pour Villani, ce serait pas mal ça comme exercice. Prophétie, c'est inspiré de notre rétine humaine. Notre rétine est un détecteur de mouvement beaucoup plus qu'un capteur continu. Prophétie, c'est 90 millions d'euros de levée de fonds, 100 personnes, ça bosse avec le MIT. Ils ont créé une caméra qui est beaucoup plus économe en énergie. Parce que, à la façon de notre rétine, si vous restez immobile, je vais enregistrer une image de fond. Puis si tout d'un coup quelqu'un se met à gesticuler, même s'il n'est pas dans mon champ de vision, je vais le voir. On est d'accord avec ça? Eh bien, notre capteur prophétie, il fonctionne de la même manière, et donc, il ne stocke pas inutilement du fond d'image qui ne sert à rien, et donc il est économe en énergie, il est économe en flux de data. Ça équipera probablement les générations des futurs véhicules autonomes de demain parce que c'est aussi beaucoup plus rapide en détection de mouvement. Je vais avancer, ça c'est une crevette menthe qui détecte les cellules cancéreuses parce qu'elle a une capacité à polariser la lumière. Ça c'est une autre histoire, success story française, s'appelle Titium, ça crée de la colle chirurgicale, pareil, 90 millions d'euros de levée de fonds. Ça crée une suture sans suture. Ils ont créé un polymère issu de l'observation des stratégies d'adhésion d'un certain nombre d'organismes marins notamment. Et le chirurgien a une espèce de pré-polymère un peu pâteux qu'il applique sur des tissus mous et humides. Il fait changer l'état du polymère avec un flash lumineux et ça vous crée une suture sans suture. Enfin, presque sans suture. L'histoire de ce ver marin, vous connaissez ce paysage à marée basse en Bretagne ou sur la côte atlantique. Sous ce petit serpentin de sable, il y a un ver marin qui s'appelle l'arénicole, l'Arenicola marina. Un chercheur génial qui s'appelle Frank Zahl a créé une boîte qui s'appelle Emarina parce que lui c'est un spécialiste des flux sanguins. Et ce ver marin, pendant la marée basse, il est privé de son apport en oxygène. Et donc il est champion du monde d'apnée. Pendant 6 heures, il retient sa respiration parce qu'il séquestre beaucoup plus que nous l'oxygène. Frank Zahl, que vous voyez ici, on a développé une hémoglobine universelle qui est compatible avec tous nos résus humains, qui peut être lyophilisée, complétée avec du liquide pharmaceutique. Vous avez une poche de sang. Il utilise aujourd'hui Hemo2Life pour améliorer les chances de succès des greffes de peau pour des grands brûlés par exemple, parce que vous savez que plus une greffe est super oxygénée, plus elle a des chances de succès, ou pour allonger la durée de vie des greffons en attente de greffe, parce que le greffon il est comme l'arénicole, il est privé de son apport en oxygène. Voilà, l'ours brun, lui il perd très peu de masse musculaire, et donc Fabrice Bertil au CHU de Strasbourg l'étudie pour voir comment
quand on est alité ou immobile pendant longtemps, on peut, comme l'ours brun, éviter de perdre notre masse musculaire. Parce qu'au bout de 7 mois d'hibernation, il sort de sa tanière et il court à 100 mètres. Faites la même chose au bout de 15 jours allongé sur un lit. Il a ce secret. Alors il se trouve qu'il passe aussi de 60 à, il passe à 5-6 pulsations minutes, ce qui est quand même assez balèze. Mais comment lutter contre l'atrophie musculaire grâce à l'ours brun? L'effet termitière est très connu en architecture. Alors c'est juste pour dire qu'on est content qu'un architecte français ait pris le relais de Mike Pierce, qui avait fait ça en 96 au Zimbabwe. Nicolas Vernutello à Nianing au Sénégal, c'est l'église que vous voyez ici, s'est inspiré de ces cheminées de ventilation de la termitière. Parce que la termite a besoin de maintenir une température constante dans la termitière. Donc si vous appliquez la même stratégie de ventilation, vous obtenez à peu près le même résultat. Voilà, et pour terminer sur le régénératif, parce que le biomimétisme s'intéresse aussi à l'observation du vivant pour recréer des conditions favorables à la vie, eh bien quand vous recréez des habitats artificiels, là où l'humain a enlevé, a détruit de l'habitat naturel, quand il n'y a plus d'habitat, il n'y a plus de vie. Quand vous recréez notamment dans des zones sous-marines de l'habitat artificiel, typiquement un oursin diadème artificiel, vous obtenez un refuge pour des espèces juvéniles comme l'oursin diadème dans son milieu naturel et petit à petit s'y recoloniser. C'est ça qui est génial, c'est que même si les enjeux biodives et climat sont des enjeux de long terme, on peut agir positivement. Quand on recrée des conditions favorables, on recrée une capacité à recréer de la vie, à réparer ce que l'humain a détruit. Voilà, et puis pour terminer, parce qu'il y a énormément d'autres choses à venir, c'est juste pour un petit clin d'œil à l'autophagus qui est capable de porter plus de 1000 fois son poids. C'est comme si moi je soulevais 82 tonnes. On ne sait pas encore ce qu'on peut en tirer, mais c'est rigolo. La mâchoire du crocodile, 2 tonnes de pression centimètre carré. Nous, vraiment, c'est en très très fort, c'est 60 kilos. Ou encore le champion du monde de toute catégorie, le tardigrade, l'invincible, l'indestructible, qui est capable quasiment de s'assécher avec une teneur en eau réduite à 3% et de vivre dans toutes les amplitudes thermiques. Il y a encore énormément de choses à découvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, il faut protéger le vivant, la biodiversité, mais contrairement à cette idée très anthropocentrée, c'est évidemment pas l'homme qui va sauver la planète, c'est la planète qui va sauver l'homme en s'inspirant de tout son génie. Voilà, pardon pour cette succession un peu en rafale d'exemples divers et variés. Merci beaucoup. Voilà, et c'est pour ça qu'on se retrouve là, avec autant de passion et d'enthousiasme, avec toute cette communauté recherche, industrie, start-up. On va démarrer à Marseille, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un grand congrès mondial de la nature à Marseille, début septembre. Et puis ensuite la Villette, et puis l'hôtel de ville. À toi, bravo. Harold. Merci Alain, merci de nous lire quelques pages du grand livre de la nature. Moi, je suis Harold Guillemin, fondateur de Phoenix, et ce soir, je vais vous parler de moteurs de bateau à nageoire. Savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, c'est 30 km/h en vitesse de croisière, et l'oustique fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h. Et l'espadon, alors? L'espadon, ce sont des pointes dans l'eau, sans hélice, à 110 km/h. 110 km/h dans l'eau, sans hélice. Oui, l'humanité a beaucoup de choses à apprendre de la nature. Et bizarrement, on s'est dirigé vers des solutions tout autres, à hélice, plutôt qu'à nageoire. L'hélice est une technologie du passé. Elle emploie son énergie à mixer un fluide plutôt qu'à le propulser en ligne droite. Elle est dangereuse, beaucoup trop d'accidents ont lieu à cause d'elle chaque année. Elle est aussi coûteuse à cause des nombreuses pièces à entretenir. Elle est bruyante avec la cavitation, entre autres, qu'elle crée avec la vitesse élevée en bout de pale. Et en plus, elle crée beaucoup de remous, ce qui perturbe la faune et la flore. Mais une solution existe à ça, et la nature la connaît depuis bien longtemps. Cette solution, c'est Phoenix, une membrane en forme de disque qui ondule comme une nageoire de poisson de la périphérie vers le centre et qui permet une économie d'énergie. En fait, on ne mixe pas le fluide, on le propulse en ligne droite sur la membrane. C'est une technologie bio-inspirée. En fait, on s'inspire de la nature pour propulser un bateau sans hélice. En plus, c'est une technologie qui a un entretien réduit puisqu'on n'a pas de vilebrequin, pas de réducteur, beaucoup moins de pièces mécaniques à risque en fait avec cette technologie. C'est une techno hyper réactive, un peu comme un poisson dans l'eau. Finalement, en 2 coups de nageoire, il est déjà à 3 mètres de vous. Vous n'arrivez pas à l'attraper à main nue. Une technologie hyper safe. En fait, il n'y a aucun risque de vous blesser
La membrane en fonctionnement, vous pouvez la toucher. Ça, on peut imaginer finalement mener les plaisanciers et les touristes à d'autres usages en fait. Peut-être qu'un jour, on se baignera à côté de son bateau en fonctionnement, tiré par son bateau en fonctionnement, sans aucun risque avec cette membrane. Et en plus, c'est une technologie silencieuse qui cavite très peu. On n'a pas de vitesse élevée en bout de pale comme avec l'hélice. Donc notre premier produit, c'est celui-ci. Un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique, dédié aux petites embarcations, annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes. Ça, on est en train de le développer. Ça fait bientôt maintenant 2 ans qu'on le développe et on le sort dès cet été auprès d'early adopters. Nos early adopters, ça va être des loueurs de bateaux qui sont très friands de cette innovation. Pourquoi ? Parce que c'est une techno safe. Et eux, les loueurs, eh bien, ils font appel à... Enfin, leurs clients, c'est surtout des plaisanciers qui n'ont pas forcément l'habitude de manœuvrer. Donc une techno safe, facile à entretenir, tout de suite, ça leur parle. L'objectif de ce moteur, eh bien, effectivement, c'est de discuter avec les early adopters et d'en apprendre énormément pour le développer et sortir une version industrielle d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année. Pour financer ça, on a réalisé une levée de fonds l'année dernière de 900 000 €, un tiers auprès de Business Angel, un tiers auprès de BPI France et puis un tiers sous forme de prêts non dilutifs. Donc tout ça, ça nous a permis d'arriver à ce moteur. Si vous êtes proche si vous passez dans le 20e, venez nous voir au laboratoire, au FinLab, où nous développons ce moteur. Vous aurez l'opportunité de voir cette membrane en fonctionnement. Donc bien sûr, pour continuer la suite de l'aventure, on lève 3 millions d'euros pour financer l'industrialisation de ce bateau. Donc vous l'aurez compris, en fait, la nature a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à apprendre de la nature. Et comme l'a dit Alain, c'est finalement la première société qui n'a jamais fait faillite. Donc effectivement, j'invite les startups et ceux qui ont l'ambition de changer le monde et de créer une start-up, eh bien, à s'inspirer au maximum du vivant, de récupérer le maximum possible et puis d'en faire un objet disruptif, une technologie hyper innovante. Merci beaucoup. Il y a déjà eu quelques échanges entre Phoenix et Kickmaker qui nous reçoit aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. On compte sur Kickmaker pour nous aider à passer à la phase industrielle. On sait qu'il y a eu des belles success stories dans ces locaux. On espère être la prochaine. On saura être à la hauteur. Merci. Merci beaucoup Harold. On va passer dans un autre domaine, dans celui de l'architecture, de l'urbanisme, du bâtiment, tout cet univers qui nous concerne très directement parce que c'est là où on habite, c'est là où on vit pour même probablement 2 tiers de l'humanité à horizon 2050. Et il y a beaucoup de travail à faire dans ces environnements-là. Merci Steven de nous raconter un petit peu ce que tu fais chez Artbuilt. Merci beaucoup pour cette invitation. 70 ingénieurs dans une salle, c'est une audience très difficile pour un architecte. Je pense, j'ai pas l'habitude, donc je suis un peu intimidé. Nous, les artistes, vous, plutôt ceux qui possèdent la vérité. Oui, donc un cabinet d'une centaine d'architectes, Bruxelles, Paris et Luxembourg, mais voilà, je vais vous parler d'une problématique qui domine d'une certaine manière notre activité, c'est le problème de la consommation d'énergie de nos bâtiments. Donc le problème, c'est qu'on fait appel souvent à des brise-soleil fixes, des brise-soleil motorisés, etc. Les solutions qui sont loin d'être très performantes ou optimisées. On met de l'énergie dans la façade pour créer de l'ombre, pour réduire l'énergie qu'on consomme. Donc, on a observé dans la nature les petites cellules qui existent sous les feuilles des arbres qui s'appellent les stomata, qui ont des parois à épaisseur variable. Quand ils remplissent de l'eau, la forme de la cellule change. On a trouvé un matériau similaire qui s'appelle le BILAM, Thermobiometals. Quand ça chauffe, donc réaction par rapport à la température de l'air, le métal va se déformer. Donc on a commencé à s'inspirer des mouvements des plantes, des fleurs, l'ouverture des fleurs, l'ouverture des feuilles, des mouvements qui s'appellent le nystasie. Et on a développé une façade rapportée, une protection solaire
à l'extérieur de la façade qui fonctionne justement en fonction des détails de température. Notre premier projet qui va voir ce dispositif mis en œuvre, c'est le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Donc vous voyez là cette maillage, cette canopée de fleurs oui, on appelle ça foliage, ça c'est le nom qu'on a donné au projet, le foliage qui va venir protéger le bâtiment contre le réchauffement, surtout en période caniculaire comme aujourd'hui. C'est beau. Tourner les pas. Mais merci. Ça bouge un peu, pas très fluide, mais oui. Voilà. Donc une petite image du patio de ce bâtiment à Lyon qui est en train de sortir de terre, avec justement ce foliage qui va venir aussi et créer un support pour les plantes grimpantes. Donc on va venir à la fois protéger le bâtiment, mais aussi créer un support pour la végétalisation. On est en permanence en train d'optimiser notre dispositif. Le thermo-bimetal ne rentre pas très bien, pardon pour le bruit, ne rentre pas très bien dans l'analyse de cycle de vie. Donc, on travaille aussi sur le couplage des bioplastiques avec une optimisation de la partie qui fait le muscle ou qui fait opérer justement l'ouverture, combinée avec la géométrie, ce qu'on appelle un curved line fold, donc qui accélère le mouvement, le dynamique, l'action de notre fleur pour que cette réaction soit plus rapide et plus efficace. Donc ça aussi, Alain a parlé de 3,5 milliards années de développement. Nous, on essaie en permanence d'améliorer notre produit pour que tous les cycles se convergent. Et pour parler de cycle, diapo prochain, dans l'architecture, on doit mélanger énormément de différentes thématiques. Il y a beaucoup de préfixes bio qui circulent en ce moment, le biométisme en est un. Mais pour faire une architecture inspirée vraiment de la nature, il faut s'adresser aux différentes échelles que les biologistes connaissent très très bien. L'échelle organique, donc le métabolisme ultra rapide de nos échanges chimiques, hein, chose invisible à l'œil, indétectable pour nous. L'échelle organismique, c'est les battements de cœur, les mouvements des muscles et l'articulation, c'est plus ou moins ce que notre conscience détecte tous les jours. Et puis, il y a l'échelle évolutionnaire. Donc, nous, notre espèce, on est juste un petit paramètre parmi une échelle beaucoup plus longue. Donc, le bâtiment, on a ces mêmes échelles. La notion de le bâtiment intelligent avec ces systèmes que vous voyez là accrochés au plafond qui doivent agir de façon instantanée. Le côté organismique, donc les portes qui s'ouvrent, le côté très ergonomique, et puis le côté très long terme. Que deviennent nos objets, nos bâtiments dans un cycle de vie très très long terme, dans une utilisation optimisée de la matière. Donc pour répondre, on fait beaucoup de bâtiments en bois, on a fait 30 000 m² à peu près déjà en bâtiment construction bois. Qu'est-ce qu'on fait avec les panneaux CLT, les panneaux de plancher à la fin de leur vie? On retombe sur une vieille technique qu'on exploite en utilisant le biométisme pour trouver les structures qui sont très efficaces, capables de nous donner les performances optimisées avec une optimisation de l'utilisation du bois. À gauche, vous avez Haversian Systems, c'est un zoom sur la coupe sur l'os humaine, donc très très dense, ça prend beaucoup de temps à pousser. Bon, on sait très bien que ça prend des années et des années à pousser. À droite, c'est une coupe sur le tige du bananier. Quand j'étais petit, on était élevé en Jamaïque. Après l'ouragan, incroyable, les plantations de bananes poussent dans quelques mois. Donc on s'est dit, c'est quand même dingue que ça pousse aussi vite, 6 mètres de haut dans quelques mois. Quand on regarde l'optimisation de la structure du bananier, on découvre qu'il y a vraiment une efficacité de l'exploitation de la matière. Et donc, on s'en est servi justement de cette façon de tailler le bois avec des incisions grâce à un algorithme paramétrique, de tailler le bois et de créer différentes structures. Ici, on s'est inspiré directement de cette tronc de bananier et puis ça permet de transporter les éléments de construction qui sont souvent plats, les dalles de plancher. On les transporte à plat, donc c'est très efficace. On les cintre sur place et on érige notre bâtiment. Voilà, donc encore une optimisation que la nature connaît très bien. Donc il n'y a jamais une optimisation qui se fait tout seul dans un coin. L'architecture est partout, surtout un travail de synthèse.
Ça, c'est Sachar qui est en train de profiter de la partie très sensorielle du bois et de ses effets architecturels assez formidables. Pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut travailler, au lieu de faire un simple cintrage dans un sens, on peut travailler dans un double cintrage et voir si cette optimisation est possible pour construire des bâtiments bien plus hauts. Donc c'est un peu notre rêve. Et dernier exemple, dernière manifestation, cette fois on utilise le bois cintré, mais on s'inspire de l'os de l'oiseau qui est connu pour sa légèreté et son efficacité. Quand on redresse deux panneaux qui font 5,20 mètres de haut, avec simplement des tiges et avec 2 ou 3 supports en acier, des tiges filetées, on arrive quand même à maintenir, grâce à ce cintrage, une structure qui tient tout seul, donc qui résiste au vent, etc. Donc on fait des tests, évidemment, accompagnés par nos ingénieurs, en l'occurrence c'est les ingénieurs Ney, pour les essais contre le flambement, pour voir exactement la matière nécessaire pour que cette structure tienne debout. Encore une fois, un zoom sur la matière pour voir comment ces tiges filetées tiennent le bois dans sa position cintrée. Et puis, si vous avez l'opportunité de passer au Forum Bois Construction qui a lieu le 15 au 17 juillet au Grand Palais éphémère, c'est la première manifestation qui sera accueillie par le Grand... Vous allez voir le pavillon, l'amphithéâtre éphémère qui est composé de 64 panneaux de cette taille-là. Donc c'est la première réalisation grande échelle de cette technologie. Voilà, et après ça va venir une autre structure, donc rien n'est jeté. Voilà, donc le rêve un jour c'est de construire différemment en faisant convergent tous ces différents cycles accompagnés par le préfixe bio idéalement. Merci. Bien. Merci beaucoup à tous pour ces interventions riches et variées à l'image finalement de la nature qui nous entoure. On a un peu de temps pour des questions-réponses si certains dans la salle veulent poser des questions à nos intervenants. Non, je vois que tout le monde est timide, mais vous pourrez aller leur parler après. J'ai un bouquin pour ceux que ça intéresse. Avec plein d'exemples. Alain a un livre et vous allez retrouver les exemples un peu cités durant la masterclass, mais aussi beaucoup d'autres exemples. Si vous voulez retrouver d'autres exemples, d'autres entreprises intéressantes, d'autres partenaires, vous pourrez aller à Biomime Expo, donc le 19 octobre. Attends, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions. Voilà. On a une question, attends. Oui. Je voulais savoir comment ces bâtiments résistent au séisme. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que ça va dans ce sens? Les bâtiments en bois, au début, c'était une vraie crainte que le bâtiment en bois est beaucoup plus léger, donc est difficile de stabiliser avec surtout les notions de confort quand on est dans les bâtiments à plus de 15 étages, 50 mètres de haut. On a développé les systèmes plutôt type exosquelette qui sont inspirés par la nature parce que en optimisant la matière et en le mettant à l'extérieur, on arrive beaucoup mieux avec une structure très légère à résister à ces effets de vent. Après, il faut lester le bâtiment parce que le problème n'est pas forcément que le bâtiment bouge, c'est le problème que le bâtiment s'envole. Donc le bois est quand même 24% en termes de poids, un bâtiment traditionnel en béton. Donc après, il faut le lester, il faut l'ancrer au sol. Les ingénieurs en bâtiment savent très bien régler ce type de problème, heureusement. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs en bâtiment ici. C'est des pauvres cousins, j'avais compris. Non? C'est ce qu'on me dit. Hein. Pas eux, hein, mais... Moi, j'ai peut-être une question pour Harold. Est-ce que vous êtes les seuls pour l'instant à faire ce que vous faites ou est-ce qu'il y a d'autres? Non. On est une petite équipe de 10 personnes, donc majoritairement des scientifiques pour développer cette technologie de rupture. Et avec la levée qu'on prévoit, on prévoit de recruter une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année. Oui, moi j'ai une question.
J'ai toujours eu l'impression que de transposer de faire du biomimétisme, ça prenait vachement de temps, que c'était des dizaines d'années de recherche, ensuite que les industriels commencent à vouloir les utiliser, ça prend énormément de temps aussi, pour que finalement ça rentre dans l'industrie ou dans le bâtiment. Et pourtant, là, quand vous parlez, j'ai l'impression qu'en fait, vous l'appliquez assez vite. Autant là, cette technologie nautique qui est... en fait, ça a l'air compliqué comme technologie. Et finalement, voilà, vous êtes une start-up de quelques personnes et vous arrivez déjà à faire des protos. Sauf qu'il y a une histoire derrière. Oui, en fait, cette technologie vient des pompes industrielles et médicales. Moi, j'ai travaillé dans une boîte qui a développé cette technologie pour des pompes industrielles. Et je suis devenu expert sur cette technologie au bout de 4-5 ans de travaux dessus. Et à la suite de ça, je me suis demandé, mais comment adapter en fait cette membrane à un domaine qui me touche plus en tant que breton et marin. Et je me suis dit, l'océan, en fait... il faudrait remettre cette membrane un peu d'où elle vient, qu'elle retrouve un peu ses origines, et donc pourquoi pas faire des moteurs de bateaux à nageoires. Donc en fait, c'est vrai que cette technologie a pris du temps à mûrir dans les pompes industrielles et médicales, mais heureusement on s'est appuyé quand même sur une expertise, et là en 2 ans on est passé d'une petite pompe de 200 watts finalement à un moteur de bateau de 2 kW, le 5 chevaux qu'on développe. Je pense qu'il faut y aller vraiment step by step, se conforter sur ce que l'on connaît, sur ses précédentes expériences, faire appel également à des experts qui ont l'habitude de voir des centaines et des centaines d'innovations. Là, Alain en a parcouru quelques-unes, mais il en a des milliers en stock. Donc, en discutant, en venant à ce genre d'événements, Biomime Expo et tout ça, eh bien finalement, on peut s'inspirer, on peut regarder aussi des documentaires et s'inspirer très facilement de ce que fait la nature. Et en y allant step by step, on change les choses, quoi. Mais c'est à peu près aussi exigeant qu'une autre méthode d'innovation. Je ne suis pas sûr qu'on innove plus vite dans le cadre du biomimétisme. J'espère qu'on innove différemment. Il y a des facteurs qui sont un peu spécifiques aussi, c'est que c'est très pluridisciplinaire. C'est une source d'innovation. Moi, je crois beaucoup à la force de l'hybridation collective. C'est une source de création, mais c'est parfois aussi une source de difficulté. C'est pas évident de mêler des disciplines scientifiques, académiques, d'ingénierie. Et pourtant, c'est nécessaire. La plupart des innovations bio-inspirées s'inspirent de la nature, mais si on n'est pas capable de s'inspirer des autres dans une approche collaborative, généralement ça ne marche pas. Et c'est en fait assez exigeant, parce que d'abord ici on vous montre des choses qui sont déjà un peu abouties, donc on a l'impression que... Mais c'est pas tout à fait né d'hier. Il y a plein d'autres process qui sont en cours. Dans une famille analogue à celle d'Harold, dans le domaine des pompes cardiaques, vous allez voir sortir sur le marché dans 2 ans probablement ce qui sera un blockbuster qui s'appelle CoreWave. Ça fait 8 ans qu'ils bossent. Donc, non, je pense que parfois, ça peut créer des déclics, parce que ça propose un changement de regard sur un problème posé. Peut-être que Nakatsu, pour le Shinkansen, lui, il a eu un éclair pour apporter une nouvelle solution. Et c'est vrai qu'en quelques années, ils ont changé l'aérodynamisme de ce train, et que pendant 30 ans auparavant, ses collègues n'avaient pas trouvé de solution. Donc peut-être que de temps en temps, il y a des déclics, mais après, le process, il est exigeant. Je pense que quand on dit « oui, je fais du biomimétisme », on rencontre beaucoup d'autres acteurs qui indiquent aussi qu'il y a d'autres valeurs et d'autres façons dont la nature s'opère. Par exemple, tu as évoqué la fusion de silicone à froide que fait les coraux. Donc, le rêve de décarboniser l'industrie du bâtiment en faisant du verre bas carbone, c'est toujours un rêve, hein. Mais par contre, la technologie existe dans la nature pour faire le verre, qui est très très lourd dans le bilan carbone de nos bâtiments, de faire ça à froide, et donc de réduire de façon... Donc on tombe aussi sur d'autres valeurs pratiquées par la nature sait faire, donc pourquoi on ne regarde pas ça de près? Donc faire partie de cette communauté aussi donne plein d'accélérateurs et d'autres valeurs, donc on essaie de les associer à nos propres réflexions. C'est bien d'avancer sur quelque chose, mais ça ne sert à rien si c'est pénalisant sur d'autres.
faut toujours mêler ça avec de l'éco-conception, de l'analyse de cycle de vie, etc. C'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est nécessairement vertueux. C'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ça a tendance à accélérer. C'est vrai que depuis quelques années, véritablement, nous, on voit du transfert de l'académique à l'industrie, aux applications. Mais on connaît de mieux en mieux le vivant, mais on le connaît encore que très peu. On a quand même de plus en plus des outils qui sont capables de nous aider à manufacturer ce qu'on observe, notamment grâce à l'additive printing, qui n'est pas une invention humaine, hein, puisque la moindre tige de pâquerette, c'est de l'additive printing. Hein. On n'a jamais vu dans le vivant un organisme créer du déchet autour d'un bloc pour créer de la matière. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est pas tellement le biomimétisme, c'est une approche relativement ancienne. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. Et donc, face à nos enjeux, on est en train de redécouvrir un truc qu'on avait un peu perdu de vue, qui est un modèle pour essayer, à travers son cahier des charges, à résoudre nos enjeux. Mais s'il n'y avait pas nos enjeux d'aujourd'hui, on serait pas là aujourd'hui en train de parler de biomimétisme. J'en suis sûr. J'ai une petite question autour des énergies et des batteries. J'aurais voulu savoir s'il y avait des recherches autour du biomimétisme pour se passer des batteries et des matériaux rares dans l'électronique. Aujourd'hui, avec Kingmaker, on travaille sur beaucoup de développement électronique. Et donc, c'est une vraie préoccupation, je pense, dans le futur. Les batteries, on veut s'en passer. Je pense que c'est assez polluant. Et de la même manière sur les métaux rares dans l'électronique. Je ne sais pas s'il y a des sujets de recherche sur ces thématiques. La meilleure batterie, je pense, dans la nature, c'est le sucre. C'est les molécules qui stockent l'énergie et qu'on brûle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. J'avais appris qu'il y avait des startups qui regardaient justement comment se servir des sucres, de ces molécules, parfois réversibles, pour justement pour représenter, pour développer des solutions complètement libres de toute molécule de métaux précieux. À mon avis, il faut regarder du côté du CEA à Grenoble, Marc Fontcave et Vincent Artero, qui travaillent notamment sur des histoires d'hydrogénase et de photosynthèse artificielle. Mais voilà, c'est probablement un sujet à creuser, ouais. Okay, merci beaucoup. Alors, on pourrait en parler encore longtemps, je pense, et je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle. Malheureusement, je suis obligée de... Hein? Denis. Alors, c'est la dernière, Denis. Oui, alors est-ce que le moteur est réversible, générer de l'énergie? Alors, bien sûr, il le sera. La première version, pour le moment, on pousse le bateau aux mêmes performances qu'un moteur à hélice actuel avec les avantages de cette membrane. Mais oui, on imagine qu'un jour, elle générera de l'énergie. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup à tous. Merci et merci beaucoup. pour cette intervention encore.